Aimables téléspectateurs, amis de FM Télévision, vous qui avez l'habitude de nous suivre dans le cadre de cette émission Grande Analyse, une émission qui vous amène tous les sujets d'actualité, surtout politique, en République démocratique du Congo. C'est vrai que nous touchons plusieurs secteurs ou tous les secteurs de la vie, mais nous nous focalisons plus en politique parce que c'est la politique qui englobe le tout en République démocratique du Congo. À ce jour, nous recevons pour vous M. Éric Bisselo. C'est avec lui que nous allons essayer de débattre avec nos sujets que nous avons à ce jour. Nous allons parler des élections qui pointent déjà à l'horizon. La CENI a annoncé qu'à la fin du mois, à la fin de ce mois de juin que nous sommes, il va lancer le dépôt de candidatures de potentiels postulants ou de ceux qui estiment qu'ils doivent être élus comme députés aux élections de 2023. En dehors de cela, nous allons parler du 21e sommet ou réunion extraordinaire de chefs d'État de l'EAC, cette force régionale qui séjourne depuis plusieurs mois en République démocratique du Congo, a vu son mandat être prolongé jusqu'au mois de septembre, le 8 septembre si je ne me trompe, et la République démocratique du Congo pense qu'ils doivent revisiter ces accords qui ont été signés avec l'EAC sur la force régionale qui, jusqu'à ce jour, ne produit pas le résultat. Donc, vous comprenez que c'est avec M. Éric Bisselo que nous allons essayer de débattre ces deux sujets. Mais avant tout, je vais lui donner la parole, mais il faudra qu'il nous parle de son regroupement politique qui s'appelle Consort. C'est avec lui que nous pouvons savoir d'où est venue l'idée et à ce jour, où ils en sont. Bonjour, M. Éric. Bonjour, monsieur. Merci pour l'invitation. Tout d'abord, permettez-moi de remercier, de féliciter plutôt Maître Maloua Cléophas, parce que vous avez une belle chaîne, vous êtes professionnel. Merci beaucoup. Et ça fait plaisir. Nous qui avons eu la chance de voyager, de parcourir le monde, lorsqu'on arrive ici, dans ce lieu, on sent qu'il y a du potentiel et qu'il ne faut pas désespérer. Merci beaucoup. En tout cas, au regard de son profil, quelqu'un d'intelligent, ministrable certainement. C'est dommage qu'on n'use pas de ce qu'on a comme capacité pour promouvoir le pays au lieu juste de donner des postes à des politiciens parce qu'ils sont capables de mobiliser à coût de 2 000, 3 000 francs des dizaines, des centaines de jeunes pour acclamer inutilement ceux qui sont au pouvoir. Donc, merci pour cette invitation. Voilà, merci. Je suis le président Nous sommes honorés de votre présence. Du contrat social renouvelé, le Consort, qui n'est pas du tout chose aisée en République démocratique du Congo de faire un parti politique. Ça, c'est vrai. Mais nous avons pris, j'ai pris cette charge-là parce que, au regard des sollicitations des personnes avec qui j'ai partagé mon parcours en tant que candidat à députation nationale en 2018, mais également moi qui suis originaire natif d'Ndjili, quartier sud précisément, originaire de Tchangou, donc. Quand je suis revenu après revenir au pays depuis 2015, quand je suis revenu, c'est dans l'optique de créer des emplois, de travailler pour mon pays, d'être libre et vivre heureux dans mon pays. Nous avons créé des emplois, des petites entreprises avec nos moyens, mais il se trouve que je suis aussi licencié en droit et sciences politiques. Avant de devenir avocat, je suis avant tout juriste de formation. Donc politologue de surcroît académique. Je suis également membre de la dynamique des politologues, dont l'objectif est ici de banaliser, de vulgariser le langage politique, mais surtout de proposer des alternatives démocratiques pour pouvoir gouverner le pays. Le mal du Congo, ce n'est pas manque d'argent, manque des infrastructures, c'est des bonnes personnes qui manquent pour que ce pays avance. Donc l'idée de Consort vient de là, c'est que les gens se sont dit, mais maître, jeune frère, voilà. Pourquoi tu vas t'enfermer? De temps en temps, moi, l'inga la fait côté. Et ça plaisir. Alors. Ça permet pourquoi tu vas t'enfermer dans des politiques, dans des partis qui sont j'allais dire, qui sont déjà d'ores et déjà catalogués, qui n'ont pas de perspective, qui sont devenus des partis professionnels dont le seul but, au-delà même de gouverner, c'est d'avoir le pouvoir. Et que même s'ils ont le pouvoir, il n'y a pas de retour à l'égard envers la population
qui les soutiennent, qui partagent les moments difficiles avec eux. Et c'est vrai, j'étais un grand cadre au MSR et je voyais beaucoup de gens qui venaient de Ntsélé à pied jusqu'au siège de parti, qui participaient à des manifestations. Mais au moment de gain, ces personnes-là ne se retrouvent pas. Et c'est ça qui est un peu dommage. C'est-à-dire que même nos propres militants qui militent dans le parti, au moment du partage du butin, entre guillemets, ou bien de donner des postes, ils ne se retrouvent pas. On donne des postes à des personnes qui n'étaient même pas membres, qui n'ont jamais cotisé, qui n'ont jamais des cartes. Ce sont des pratiques qu'on a dit qu'il faut que ça cesse, mais en même temps, il faut proposer une alternative. Une alternative non seulement du rôle même des partis politiques dès la base, c'est-à-dire qu'un parti politique ne devrait pas être inerte. Oui. Avec nos peu de moyens, il faut qu'on s'intéresse à la vie des sociétés, à ce qui se passe avec nos concitoyens. Nous avons participé à nos maigres moyens pour soutenir nos amis et nos concitoyens de Pandanzila, Kimbansek et compagnie qui souffraient de l'insécurité. Nous avons participé à des aides, nous avons participé à... C'est-à-dire l'objectif, c'est de parler à la population, de dire on n'a pas des moyens, mais vous êtes des acteurs quotidiens de votre devenir. Donc, prenez des initiatives, nous vous soutenons avec le peu de moyens pour que notre cité soit administrée, pour que nos rues soient sûres, pour que nous créions des perspectives d'avenir pour les jeunes. Donc, on sort et lancé là avec des gens de bonne volonté qui ont donné de leur temps, et non pas forcément de l'argent, mais de leur temps et de nos maigres moyens. Donc, il n'y a pas là-dessus de gens derrière nous, mais une envie folle pour que les choses changent. Parce que c'est la grande question que les communs de mortels se posent. Et ça fait combien de temps que Consort existe? Consort existe depuis fin de l'année dernière, c'est-à-dire que nous sommes actifs depuis fin de l'année dernière. L'objectif de Consort, même lorsqu'on a créé, on dit on va se projeter pour 2028. Okay. Donc il est dit 2028. Mais en attendant d'arriver à 2028, il faut pas croiser les bras. Il faut proposer, il faut travailler. C'est-à-dire que nous soyons une alternative crédible. Et nous avons beaucoup vu, moi qui suis natif de Kinshasa, que principalement les Kinois ne se retrouvent pas, alors qu'ils sont les plus mobilisés politiquement, mais dans les postes, ils ne se retrouvent pas. J'ai vu des amis dont on a fréquenté l'école Sainte-Thérèse aujourd'hui qui n'ont pas d'emploi, qui deviennent des pères. J'ai des petits frères même qui deviennent des papas aussi, ils finissent les universités. Mais ce n'est pas normal. Quelle alternative proposer? Et je le répète, à chaque fois, la politique, tout ce qu'il a pu proposer, par exemple, Angeli et ses environs, quartier 7, c'est Baba, l'inactivité, la prostitution, l'insécurité. Alors que donc, c'est-à-dire que les choses vont de mal en pis. Comment améliorer? Et là, il est vrai que nous butons à une réalité, c'est les moyens. Mais cela dit, ça n'empêche pas qu'on ait des idées. Donc, l'objectif de Consort, c'est de faire participer nos concitoyens, nos amis, ceux qui ont envie de changement actuellement au processus électoral dans des partis ou derrière nous, pour que 2028, nous soyons prêts à exister comme un parti à part entière. Donc, il est vrai... Consort de la mouvance ou de l'opposition? Non, nous sommes une opposition républicaine que nous assumons, malgré les menaces, malgré les alertes. C'est une question d'idéologie. Moi, je suis juriste, je suis avocat. Je ne laisse personne interférer dans ma liberté d'expression et d'opinion. Non, je n'ai pas reçu cette liberté grâce au Félix Tshisekedi, ni grâce à tous ces Wewa, mais je l'ai reçu parce qu'il y a eu mes arrière-grands-pères qui ont combattu, mes pères, et parce qu'aujourd'hui, je me bats pour que cette liberté se manifeste, se matérialise. Nous sommes une république sans être une république. Nous sommes une démocratie sans être une démocratie. Et nous ne pouvons pas être quelque chose d'hybride, et en même temps, on veut que la démocratie soit, on veut qu'on soit une république. Donc c'est un devoir pour moi en tant que citoyen, aussi père de famille, de pouvoir donner un héritage de paix, un héritage de prospérité, un héritage crédible à de futures générations. Voilà, merci beaucoup. Ça, c'était l'introduction. Je pense que nous allons entrer dans le vif du sujet. Dans la prise de parole, vous avez évoqué plusieurs choses. Plus, ça touche l'électorat. C'est vrai que les jeunes sont marginalisés, les jeunes qui accompagnent le parti politique, mais lors du partage, ils ne se retrouvent pas. Ce ne sont que les mêmes personnes qui se retrouvent. Il y a beaucoup de motifs qui besoin de parti politique. À ce jour, nous sommes en 2023. C'est-à-dire décembre 2023, les élections ou rien.
Un processus électoral contesté par de milliers de personnes. Nous avons vu de la nomination de Kadima à l'identification et à l'enrôlement des électeurs, titre que chité na audit. Il n'y a que contestation et contestation. Alors, la première question est celle de savoir, pensez-vous que nous pouvons avoir des élections crédibles, apaisées et qui peuvent mettre tout le monde d'accord? D'entrée de jeu, nous les politiciens qui avons l'habitude de ne pas répondre directement par oui ou non, mais d'entrée de jeu, à cette allure, on a des élections ni crédibles, ni inclusives, ni dont on peut l'espérer, qui pourra apporter une alternative ou qui sera même le reflet de l'expression populaire. C'est ça qui est d'office, qui est déjà accepté comme plat par le pouvoir. D'où la genèse en passant par Malonda qui a été éjecté alors qu'il devait être installé. On nous met l'actuel président de la CENI, Denis Kadima, qui est de mouvance présidentielle, qui est un ami intime de la famille. Et en même temps, moi, je n'ai rien contre cela, à vrai dire. Hein. Je pensais quand même qu'il arrive un moment que nous sommes suffisamment intelligents pour dire qu'il y a des postes qui sont d'ordre politique. Il faut être un homme d'État et aussi être un patriote. Faire ce qui était censé être pour notre patrie et pour nos compatriotes, et non pas forcément pour ses amis. Donc, j'avais donné du crédit à Denis Kadima dans l'espoir qu'il va nous apporter au moins, par des faits contraires, des élections crédibles, transparentes et inclusives. Mais au lieu de ça, nous avons assisté de manière tout à fait étrange pour une institution qui est d'appui à la démocratie, à une forme d'affirmation autocratique de la direction à emprunter malgré les contestations. Savoir que la composition même de la CENI inclut l'opposition. Alors on va demander ces gens-là qui sont soi-disant de l'opposition, où sont les mandats de leur parti politique, puisque les partis politiques de l'opposition contestent ces personnalités qui sont dedans. Mais ils ont dit qu'il y a Didi Manara qui venait du FCC. C'est le pouvoir qui le dit. C'est le pouvoir qui le dit. Oui, ils ont été de ce bord-là, mais ils sont arrivés à CENI par leurs propres relations, par la volonté des présidents des institutions, non pas par l'expression de l'opposition qui devrait faire partie intégrante de la CENI. Ça pose quand même un problème d'objectivité. Mais au-delà de ça, nous avons bien qu'il y a eu tellement d'enchevêtrements, de choses qui sont inacceptables. Nous avons eu... À cet instant, vous savez que Kadima était parti en Europe pour chercher l'argent. On a beau dire tout ce que veut, il est parti courtiser les Occidentaux pour réclamer l'argent pour organiser. Donc en République démocratique du Congo, il n'y a pas d'argent. Apparemment, il reste plus de 500 millions de dollars, mais on ne lui a pas donné. Donc voilà, il a 6 mois de retard dans son calendrier par rapport financier. Donc la réalité, c'est que oui, en République démocratique du Congo, l'argent est dilapidé, donc, mais il n'y a pas l'argent pour les élections. Mon avis de l'argent, des chiffres innommables qui ont disparu lors des procès des 100 jours dont on n'en a pas de suite. Et même si cet argent-là, on accepte... Mais des personnes ont été acquittées. Oui, mais non, acceptons même l'idée qu'une première fois, ces personnes ont été condamnées. Après, par la suite, ils ont été condamnées et ont été relaxées. La question n'est pas là. La question est qu'il s'agissait de l'argent. Où est parti cet argent? C'est la première des questions qu'il faut répondre. L'argent a disparu. On veut bien que vous n'ayez pas réalisé. Ce n'est pas vous qui avez ordonné. Mais l'argent est sorti. Qu'en avez-vous fait? C'est ça qui est important. C'est l'argent de la République. C'est mon argent, c'est votre argent. Moi, c'est ça qui me préoccupe. C'est ce changement de mentalité qui devait être amorcé. Mais au lieu de ça, on est acquitté, on revient dans les affaires, on recommence toujours avec les mêmes pratiques, c'est-à-dire des business. Gouverner, c'est prévoir. Là, on n'a pas de maïs. Vous allez commander soi-disant des maïs. Mais Zambie vous dit non, vous n'avez rien commandé du tout. Vous voyez? Et en même temps, vous êtes déjà en train de préparer. Nous allons donner de l'argent aux soi-disant agriculteurs, votre propre femme et soi-disant producteurs de maïs. Conflit d'intérêts manifeste. Et on s'inquiète que ces pratiques-là perdurent. Soit le président Félix-Antoine Tshisekedi a baissé les bras, soit il est complice de ce qui s'est fait. La CENI est allée chercher l'argent à l'étranger pour revenir à notre sujet. Ça frise déjà la frustration pour dire que le 20 décembre 2023, nous n'aurons pas des élections. Nous aurons des élections bâclées pour de simples raisons que ça arrangerait bien le pouvoir face à l'impopularité de ses actions sur le terrain. Est-ce que vous savez que si aujourd'hui on prend les discours qu'avait le chef du président actuel en 2018, vous allez retrouver exactement les mêmes problématiques qu'aujourd'hui. C'est quand même extraordinaire. Quand le chef d'État était dans l'opposition, ce qu'il dénonçait farouchement,
C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Et moi, j'arrive même à la réflexion, la CENI ne joue plus son rôle. Il faut peut-être réfléchir pour des élections à venir du rôle de la CENI, peut-être aussi des administrations. C'est-à-dire que la CENI est censée être une institution d'appui à la démocratie. La démocratie, c'est l'expression populaire. C'est être éloigné du pouvoir, ne pas être inféodé au pouvoir. Mais au lieu de ça, nous avons en permanence une connivence entre la CENI et le pouvoir, et non pas l'ensemble des acteurs politiques de notre pays. Et ça pose un réel problème sur l'objectivité et sur la neutralité de cette institution d'appui à la démocratie. Que dites-vous de cette opinion qui pense que l'opposition voit déjà en perte de vitesse, et pour que les élections n'aient pas lieu et qu'ils échouent en cascade, ils sont en train de planifier un certain consensus ou un dialogue, vu les revendications faites par les 4 leaders de l'opposition qui demandent la reformulation du bureau de la CENI, la reformulation de la Cour constitutionnelle, qu'on arrête les poursuites judiciaires sur Matata. Est-ce que ce n'est pas une fuite en avant pour l'opposition, bien que vous dites que vous êtes de l'opposition républicaine? Oui, opposition républicaine, parce que nous aimons les lois et la République. Je ne suis pas contre ni pour les 4 leaders de l'opposition, mais leur revendication est légitime. Si vous me dites que c'est une fuite en avant, ce qui demande, ce n'est pas la mer à boire. Nous avons vu dernièrement un président de l'Assemblée de la Cour constitutionnelle être remplacé, nous l'avons vu. Et qu'est-ce que ça a demandé? Est-ce que ça a demandé le chamboulement de la République? Non. Alors qu'on demande juste un peu d'objectivité dans ces institutions qui ne sont pas censées être inféodées. Donc déjà, quand on demande l'audit du fichier électoral... Oui, on arrivera. L'opposition n'a pas dit « mettez monsieur un tel, mettez madame un tel ». L'opposition a dit « choisissez ». Mais parmi les listes de cabinets d'audit qui sont objectifs, qui ont pignon sur rue. Ça, c'est la première des choses. Déjà, l'OIF avait rejeté, vu la durée qu'il leur avait été donnée. On sent c'était le piège tendu. C'était le piège tendu. Et non seulement l'OIF a refusé pour la durée, parce que vous avez proposé la refuser, maintenant la majorité passe pour dire non, c'est une question de souveraineté. Non, l'OIF, Kabila n'est pas moins souverain que Tshisekedi. L'OIF est passé lors de l'audition, il a audité le dernier fichier électoral avec le temps nécessaire. Le pouvoir était bien content. Et on n'a pas parlé du fait que la présidente de l'OIF soit rwandaise. Maintenant, moi, je suis bien d'accord que je suis vraiment un nationaliste pur et dur. C'est-à-dire que moi, tout ce qui concerne notre appartenance à des structures capitalistes qui sont censées nous inféoder, je suis contre. Alors, sortons de l'organisation internationale, l'organisation africaine, de l'organisation française, de la francophonie. Sortons de la francophonie. Sortons carrément, assumons nos rôles pour reprendre notre souveraineté. On ne peut pas avoir deux poids, deux mesures. La présidente de l'OIF, bien qu'elle est rwandaise, l'OIF a une administration, a des bureaux, fonctionne indépendamment de sa présidente. Donc ce n'est pas comme chez nous, quand un président arrive à la République, malgré la Constitution, malgré les textes régissant la gestion de la chose publique, nous voyons un président envahir toutes les institutions, s'approprier, s'accaparer toutes les prérogatives. Alors que non, dans certaines institutions, chacun reste à sa place. L'OIF, c'est une fausse excuse. M. Kadima est parti chercher ses amis proches pour auditer. C'est normal que nous doutions un peu de transparence, de crédibilité. À plus forte raison, lorsque même ses amis disent nous avons extirpé plus de 2 millions de fausses d'enregistrements litigieux ou bien douteuses. Donc on se dit finalement, sur 2 millions, peut-être qu'il y en aurait 4 millions, 6 millions qui poseraient problème si on prenait un audit objectif. C'est-à-dire, Moutou Azan a intérêt, même ça me pose problème. Alors que si ce sont vos amis, c'était peut-être ça l'objectif, peut-être un tiers des problèmes est sorti. Et cela, ça pose un concern. Ça pose également un problème parce que j'ai eu la chance de parcourir un peu le pays. On voit comment les provinces intérieures, notamment les Kassai, s'est vidé de sa jeunesse. C'est ici, la majorité sont ici en train de travailler en tant que Wewa, ainsi de suite. Ils sont actifs. Beaucoup d'ailleurs, quand ils arrivent dans le ministère, ils appellent leurs frères, leurs sœurs qui sont au village pour venir travailler. Ce sont des Congolais, ils ont droit. Mais vous allez me dire par quelle magie ces provinces-là se sont multipliées alors que multiplié non pas en enfant, multiplié en adulte en âge de s'enrôler, alors qu'on sait qu'il y a eu un départ d'une jeunesse, d'une grande frange de la population. Après ces enrôlements et l'identification, la CENI a eu de journées portes ouvertes avec le parti politique, avec les journalistes. Vous, en tant que parti politique, en face de la CENI, quelles sont les recommandations que vous avez faites à la CENI après? Je sais que
avant l'identification et l'enrôlement, vous avez fait des recommandations. Mais après, c'est là. Quelles sont les recommandations que vous avez faites à la CENI? Parce que la crainte est que nous puissions arriver à la date butoir, passer aux élections et revenir à la case du départ, comme nous avons eu dans ces 3 cycles électoraux passés, en 2018, 2011 et 2006, qui est toujours contestation après que les élections puissent se faire en République démocratique du Congo. C'est une très bonne question, parce que moi je considère depuis l'arrivée de la CENI, avec ces opérations portes ouvertes, ce n'est que de la communication. L'important, ce n'est pas d'avoir une journée porte ouverte. L'important, c'est d'écouter ce que dit l'opposition qui est partie prenante. Toutes les parties prenantes au processus. Il ne s'agit pas de dire que non, tout ce que l'opposition dit, c'est faux. Vous avez raison avec le pouvoir. C'est là que la problématique se pose. Nous, par exemple... Aucune de vos revendications n'a été présente là. Aucune revendication des grands leaders de l'opposition. Nous sommes que... Nous regardons, nous en tout cas, nous regardons ces élections avec notre petit œil modeste. C'est vrai qu'on a des gens de Bumba qui sont avec nous, on a des gens au Kwilu, Kwango, Congo central, quelques-uns qui sont avec le consort. En tout cas, ils veulent nous rejoindre dans cette optique. Mais cela dit, nous regardons ça avec, à la hauteur de nos propres moyens. Donc, nous nous alignons automatiquement derrière les leaders de grands partis qui ont les moyens, non seulement de proposer une alternative, mais de mettre en pratique de mettre à disposition de la CENI les moyens pour que cette alternative soit appliquée. Donc, à ce jour, nous avons vu que la CENI fait exclusivement de la communication pour le pouvoir. Et malgré que M. Kalima vient de rencontrer plus de 10 ou 14 partis pays et des représentants des pays étrangers pour dire que nous avons besoin des élections apaisées. Ne faites pas ce que Kabila a échoué de faire, ou bien que les Congolais l'ont empêché de faire, c'est-à-dire de nous amener vers une transition politique ou bien une élection où le sang coulera après. Ça, c'est inacceptable. Ce n'est pas du tout une démocratie que vous manifestez à ce jour, avec des intimidations, avec des menaces, avec. Mais vers un état de droit que le chef d'État proclame, cela commence par le respect des textes, mais aussi c'est le respect des parties prenantes aux élections. C'est aussi simple que ça. Donc il ne suffit pas de faire de la communication du genre de journée porte ouverte. Non, journée porte ouverte, vous le faites pour les communs des Congolais et des citoyens pour qu'ils puissent voir. Mais les grands partis politiques de l'opposition n'ont pas besoin de journée porte ouverte. Ils sont parties prenantes pour cette organisation de manière tout à fait démocratique de ces élections. Donc ils doivent être entendus. À l'heure actuelle, pour que nous puissions terminer la thématique sur les élections, qu'est-ce que la CENI doit faire pour que l'opposition dise que ce processus est à 50 ou 55% crédible? Je crois qu'il y a juste 3 choses. Ils doivent répondre aux exigences des trois grands leaders de l'opposition, parce que c'est ça que demande d'ailleurs toute l'opposition. Réauditer les fichiers électoraux, apporter la crédibilité à la Cour constitutionnelle, mais également avoir des représentants réels de l'opposition au sein de la CENI. C'est aussi simple que ça. Voilà, merci beaucoup. Vous avez compris que les questions nous appartiennent, les réponses appartiennent à M. Éric Bisselo. Nous entamons notre deuxième thématique qui est le 21e sommet extraordinaire de chefs d'État de l'EAC. Parce que cette force a été déployée en République démocratique du Congo pour une option offensive. Mais à ce jour, en tout cas à moins que je ne me trompe, mais ils sont en train de demander à ce que leur mandat soit prolongé jusqu'au 8 septembre. Dans leur parcours, il y a un commandant qui a démissionné, qui est parti. Il est parti parce qu'il y a l'Obaki qui menace ces accords de partout. Un autre commandant est venu au la maîtrise. Qu'est-ce que cette communauté est en train de jouer comme carte en République démocratique du Congo? Les Congolais toujours maîtriser. Nous allons parler avec M. Eric, c'est un politicien. Il le peut. La liste sur la politique, qu'est-ce qui est en train de se comploter? Surtout que la SADC s'est déjà portée garante. Il y a que Sabiso, soda pour la biso, Kimia na Est de la République démocratique du Congo. Un mandat qui devait se terminer au mois de juin. L'EAC en l'unanimité demande à ce que le mandat prenne fin le 8 septembre. Vous pensez qu'avec tout ce temps qu'ils ont fait, et en 2 mois, ou en 2 mois et demi ou 3 mois, Ndé Bakoki Kopé sa solution
n'a pas de problème où ils allaient couler Kana Est de la République démocratique du Congo. L'adhésion à l'EAC, c'est le fait d'un seul homme, le chef de l'État et ses conseillers, qui sont partis faire adhérer la République démocratique du Congo à l'EAC. Nous, Bissoba Congolais, l'EAC, on n'a rien à lui demander. C'est quoi le deal avec l'EAC? Parce qu'on ne va pas aller chercher l'EAC pour venir observer ce qui se passe, comment les Congolais meurent. À plus forte raison, il y a un mandat offensif. Oui, il y a un discours de la bouche de nos politiques, de nos gestionnaires. Mais aussitôt, Bango, président EAC, pays membre, ils ont dit non, nous n'avons pas un mandat offensif. Nous sommes là que pour observer. Et nous resterons jusqu'à ce que la République démocratique du Congo ait une armée et une police fiables et susceptibles de protéger les Congolais. La défiance est là. La défiance est là. Le sommet qui vient d'être organisé par l'US, est-ce que le chef d'État participe? Combien de chefs d'État ont participé? Même le chef d'État, dans le pays dans lequel ça s'est passé, il n'a pas participé. L'US fait partie de l'Est de nos pays dont on n'a pas des relations tout à fait... il y a sérénité, même à l'Est. Que ce soit Burundi, Ouganda et Rwanda, nous avons un même peuple qui a une objectivité, qui a un objectif de déstabiliser la République démocratique du Congo pour s'accaparer d'une grande partie de nos terres où il y a des minerais et instaurer leur peuple, un peuple monolithique, un peuple qui ressemblerait seulement à leur propre perception, c'est-à-dire les Tutsis. Le problème en est que les Congolais sont des nationalistes, ils ne se laissent pas faire. Aussi pauvres que nous soyons, aussi, nous sommes fiers d'être Congolais dans notre pauvreté, dans notre misère. Nous sommes fiers d'appartenir à cette grande nation. Le problème en est que le chef d'État a sous-estimé, ou bien sa diplomatie a sous-estimé les missions de ces chefs-là qui composent l'UAC. On sous-estimé leur appétit grandissant sur la République démocratique du Congo. En les invitant officiellement, qu'est-ce qu'ils ont fait? Le pays de l'AC sont partis embrasser leurs frères du M23. Ils les ont embrassés. On vous laisse, vous êtes venus prendre la relève. Toti Kelibino place Oyobo gérant, surtout Congolais, la République démocratique du Congo, par l'entremise d'un militaire, n'est pas comme un espace sur Bisso, M23, n'a militaire rwandais, tout s'est replié, tout s'est préparé pour attaquer Goma. C'est ça qui s'est passé. On a un territoire où on n'a pas pu faire enrôler nos compatriotes, qui est administré par soi-disant un pays objectif, par des pays objectifs, mais en même temps, dont notre armée ne peut pas arriver sur notre propre territoire. Paradoxe. Et pendant ce temps-là, ils sont entrés avec des armes dont nous n'avons pas le contrôle. Ils sont entrés avec des militaires en nombre dont nous n'avons pas le contrôle. Mais le M23 et ses Rwandais sont partis se replier pour se ressourcer, se revigorer, pour mieux attaquer les positions et notamment comment ça s'appelle, le Goma qui est à la portée. Ce qui se pose, on pose des questions. Aujourd'hui, on nous parle de cantonnement. Et encore, il y a toujours, quand par hasard, on nous parle de cantonnement, quand nos amis de la SADC disent on va venir vous prêter main forte. Mais on a déjà eu des relations tout à fait particulières avec la SADC. Ça m'a étonné que le chef d'État se tourne en priori vers l'EAC au lieu d'abord de se tourner vers la SADC. Je ne sais pas c'est quoi l'imagination, ou bien parce que, en plus, au mépris des millions de Congolais qui sont massacrés, violés, assassinés, jusqu'aux enfants, jusqu'aux bébés, le pouvoir en place s'amuse à appeler Kagame, qui est le bourreau, qui est le tortionnaire des Congolais, comme leur frère. Alors, c'est quoi l'objectif? L'objectif, est-ce que Félix laisse la place au pouvoir à son frère? Frère, on lui a appelé dans le passé, à ces jours. Non, aujourd'hui, Nicolas Kazadi, quand il est passé chez Jean-Marie Kassamba, ce n'est pas dans le passé, c'est certainement dans le passé, mais ce n'est pas un passé lointain, c'est une question de jours. Donc, il a réaffirmé cette position. Est-ce que l'objectif, c'est que Félix s'est dit, un jour, je vais laisser la place à mon frère au sommet du pouvoir, ou bien il est là pour qu'il transmette à ses frères de l'Est, ou bien il doit laisser le pouvoir à un Congolais qui a un souci de l'avenir pour les Congolais. Oui, je vous ai suivi minutieusement. Ma question, il y a une question qui me vient en tête. Est-ce que c'est parce que seulement que c'est Félix Tshisekedi qui le fait? Parce qu'on parle d'une diplomatie agissante. Il est passé partout. Avant, on n'arrivait pas à citer le Rwanda comme le premier agresseur de la République démocratique du Congo. Et aujourd'hui, on cite nommément le Rwanda comme le premier agresseur du Congo. Cette diplomatie-là
n'a-t-elle pas payé? C'est pourquoi vous voulez imposer ou imputer tout ce qui s'est fait à Félix Tshisekedi. C'est vrai qu'il est le garant du bon fonctionnement des institutions, c'est vrai que c'est lui le commandant suprême, mais ce n'est pas du coup d'une revers de la main que cette guerre-là de l'Est va prendre fin. Il est quand même en train de fournir des efforts, il a lancé l'appel à la jeunesse congolaise de s'enrôler à l'armée. Aujourd'hui, les effectifs ont monté d'un cran. Cette diplomatie a permis qu'on puisse nous enlever sous régime d'embargo. Aujourd'hui, nous avons vu le ministre de la Défense, Jean-Pierre Bemba, en Indonésie pour aller acheter les armements. Donc ça prouve à suffisance qu'il y a des efforts qui sont en train d'être fournis. Est-ce que vous ne dites pas, vous ne parlez pas en bien seulement parce que vous êtes de l'opposition, que vous voulez toujours voir une tache noire sur une chemise blanche? Tout d'abord, je suis toujours, moi en tant que politologue et juriste, je suis sévère envers ceux qui ont le pouvoir, mais qui ne font pas le nécessaire pour protéger leurs compatriotes, ou bien pour améliorer leurs conditions de vie. C'est-à-dire, je considère que quand vous n'arrivez pas, vous démissionnez. C'est aussi simple que cela. On ne vous oblige pas à rester au pouvoir. Et puis, secondo, je suis quand même étonné, parce que moi qui suis quand même au fait aussi de la politique internationale, le nom de Rwanda a déjà été cité par les organisations internationales, par les rapports, le rapport mapping, ça n'a pas été... Oui, mais en République démocratique du Congo, les officiels... Non, mais Kabila, sur le stade de les Nations Unies, a cité nommément le Rwanda. Donc, si les rapports mapping les citent nommément, ce n'est pas aujourd'hui qu'on va dire le contraire. Et si aujourd'hui, dans le passé, quand Tshisekedi est arrivé, il n'y avait pas le M23 qui était à l'Est. Donc, Tshisekedi a passé son temps à négocier avec le M23 avant qu'il soit au pouvoir. La question qui m'interpelle, comment peut-on négocier au nom du peuple congolais alors que vous n'avez pas encore l'impérium du peuple congolais? C'est ça qui pose problème. Sinon, on se dit qu'il y a quand même des connivences qui mériteraient à ce qu'on y plonge. On ne veut pas nous être vendus, nous Congolais, citoyens congolais innocents que nous sommes, des accords et des pactes, être sacrifiés sur l'autel des intérêts du pouvoir et que nos enfants, nos femmes soient violentés, déchirés comme je ne sais quoi, et que les médecins des prix Nobel de la paix passent son temps à réparer. Voilà le terme tout à fait fort, à réparer des femmes et des hommes et des femmes. Lui, Dr Mukwege a passé son temps à parler de Rwanda, c'est pour ça qu'il est protégé par la MONUSCO. Imagine un peu dans notre propre pays, ce n'est pas notre armée qui garde notre prix Nobel de la paix, qui garde cet homme qui a réparé je ne sais combien de milliers de femmes, qui garde cet homme qui prend son argent pour investir dans des écoles, pour redonner des sourires à ses femmes et à ses mères, à ses enfants. Et ce n'est pas notre armée qui le protège, c'est la MONUSCO. Imaginons la folie. Qu'est-ce qui se passe dans ce pays? Mais au-delà de ça, c'est-à-dire que politique enrichissante, je veux bien. Je suis d'accord, il faut féliciter le levier d'embargo sur les armes. Je suis d'accord que cet effort, c'est vrai, c'est sorti même de la bouche des Français, même des Américains, que Paul Kagame doit retirer ses pions à l'Est et arrêter de se cacher derrière. Non, je l'ai déjà passé, je lui ai le reconnaître. Mais si vous voulez comparer l'argent sorti pour cette politique agissante à travers les voyages et le gain, il y a un problème. Il y a un problème, il y a réellement un problème. L'argent, moi, c'est toujours le nerf de la guerre. L'argent, c'est notre argent. C'est notre argent. En tant que simple Congolais, en tant que maman Atekaralipa, en tant que jeune hasard receveur, ou hasard débrouillé, hasard musicien, bon, on a bango. C'est l'argent de la République, c'est leur argent. Bon, on peut servir pour nous retourner à l'école, pour nous centre de formation, ainsi de suite. C'est à ça que devrait servir l'argent de l'État. Améliorer les conditions de vie des Congolais. Pas à servir à un groupe d'intérêts particuliers qui sont autour du pouvoir, à faire des voyages inlassablement, sans réellement de portée. Certains voyages qui devaient être faits même par certains ministres se trouvent être faits par des présidents de la République. C'est un peu dommage. Moi, j'écoute. À un moment, il y a eu des signes positifs de son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi. Mais je crois là, vous reconnaissez quand même. Il y a eu des signes positifs. En termes de bilan, je peux dire des signes positifs qu'il y a eu, c'est qu'il n'y en a pas eu. Je n'ai pas du tout là-dessus. Je ne suis pas partisan. On n'est pas de cette opposition qui dit « Ah, tout est noir », ni de cette majorité qui dit tout est blanc. Non, il y a un peu de nuance. Malheureusement, moi je le dis, personnellement, ce que j'attendais du chef d'État,
c'est de renforcer les institutions de la République pour permettre la démocratie de s'imposer. Et non pas d'asservir les institutions où le chef de corps, le chef des institutions prête allégeance au chef de l'État. Le pouvoir en place, la présidence est accaparée des autres institutions. Pourtant, le pouvoir n'est qu'une institution, le pouvoir exécutif n'est qu'une institution comme le Parlement, comme la justice, comme... Maintenant, les dividendes n'y est pas au rendez-vous. Mais écoutez un peu, c'est quand même un peu extraordinaire parce que le chef d'État a quand même promis beaucoup de choses par rapport à cette guerre à l'Est. Et puis vous avez dit un mot tout à fait particulier, vous avez dit qu'il y a la guerre. Le chef d'État n'a jamais dit qu'il y a la guerre. Il dit qu'il y a l'insécurité. Et quand il est venu, il est vrai qu'il a trouvé, il y a plus de centaines de groupes armés à l'Est. Il fallait faire ces groupes armés. Le problème, c'est qu'à un moment, il y a eu des projets où on les a cantonnés, ces hommes et femmes qui pratiquaient la milice, mais sans leur apporter des solutions ni d'alternatives, pas même à manger. Il y en a beaucoup qui ont quitté les centres de cantonnement, sont retournés reprendre des armes. Maintenant, quand on n'est pas dans un état de guerre, quand 80% de l'argent public de l'État part dans le fonctionnement des institutions, des politiciens qui ne font pas la guerre, il y a quand même un problème de dividendes. Qu'est-ce que nous gagnons dans tout cela? L'arrivée de l'armée de la SADC, ces contingents de la SADC, est-ce que ça ne sera pas une armée de trop? Ça ne va pas nous amener autre conflit que le conflit que nous vivons déjà aujourd'hui avec la force régionale. À qui appartenait la responsabilité dans ce cas? Nous avons déjà, on a l'impression qu'on tâtonne, alors qu'on ne tâtonne pas dans ce niveau du pouvoir. On ne peut pas faire venir l'EAC pour goûter, pour faire les autres pour voir si ça tient, de mélanger FRDC, de voir mélanger avec la MONUSCO. Non, on va où là? Non, c'est vrai que ça ne fera que créer une insécurité supplémentaire entre des armées hostiles, parce que le Rwanda et l'Ouganda se souviendront que l'Angola ne les a pas tenus en amitié il y a encore quelques années. Mais cela dit, ce qui importe, ce n'est pas ça. Ce qui importe, c'est que va devenir le Congo. Et nous ne voulons pas, et moi je me suis inquiété de voir l'EAC rentrer avec toutes ces armes modernes. Est-ce que, moi ma question, est-ce que toutes ces armes vont ressortir de ces pays? On demande à l'EAC maintenant de dire, voilà, vous n'avez pas été à la hauteur, partez. Non, 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 on va partir dans 3 mois, 4 mois, ceux qui fixent le calendrier. Le chef d'État ne s'est même pas donné la peine de se déplacer à cette réunion. On se pose maintenant la question, qui dirige la RDC? Qui dirige la RDC? Mais il n'était pas sur place. Il ne s'est même pas déplacé pour la réunion. Il n'était pas sur place, il était à Pékin. À Pékin. Mon cher, là où les Congolais sont en train de mourir, là c'est une question de souveraineté nationale, là où c'est la sécurité, sécurité c'était quoi? D'aller négocier les contrats miniers au Congo? Mais si nous n'avons plus de souveraineté, si nous n'avons plus de pays, votre contrat, vos accords, ils vont être faits dans quel pays, sur quel territoire? Il faut quand même une certaine dose de priorité. Surtout quand on a fait des promesses à nos concitoyens de l'Est que je vais m'installer là-bas comme chef des armées jusqu'à ce que la sécurité revienne. On ne vous a pas dit, vous n'avez pas dit que vous allez vous installer en Chine. Donc voilà la réalité. À l'heure actuelle, qu'est-ce que la République démocratique du Congo doit faire pour que revienne la paix à l'Est de la République? C'est vrai que nous parlons de l'Est, mais non loin de Kinshasa, ici à Kwamut, Menkao, c'est aussi le Congo central. Apparemment, il y a trop de zones de tension et que la République démocratique du Congo, ou les institutions, n'arrivent pas à maîtriser. En tant que, vous venez de dire que vous êtes politologue, en tant que politologue ou un politicien averti, qu'est-ce que les dirigeants de la République démocratique du Congo doivent faire, ou la République démocratique du Congo doit avoir quelle position par rapport à ces situations que traverse la République? Nos politiciens au sommet, ceux qui ont l'argent surtout, ont un grand rôle à jouer, pas seulement ceux qui sont au pouvoir, mais également ceux qui sont à l'opposition. Maintenant, dans cette période particulièrement intéressante, parce qu'il y a une alternance politique au sommet, entre un pouvoir hier qui opprimer l'opposition, a mis au pouvoir l'opposition. Aujourd'hui, l'opposition opprime l'opposition d'hier qui était avec eux, il est en train d'opprimer. Donc, dans ce cas-là, un climat de méfiance s'est installé. Moi, j'appelle ce qui se passe actuellement en termes d'insécurité, c'est une insécurité entretenue et voulue de certains hommes et femmes de ce pays, même si c'est les ennemis de l'extérieur. L'ennemi de l'extérieur ne peut être ennemi qu'à partir du moment où il a ses intérêts ici, en République démocratique du Congo. Donc, la balle est avant tout dans le cadre de politique, de ceux qui gouvernent, ceux qui ont l'impérium. Comment ne pas jouer la carte de l'apaisement avec l'opposition lorsqu'on accède à sa requête? On joue la carte de l'apaisement.
ça ne vous empêche pas de défendre le pays, ça ne vous empêche pas de se projeter. Je pense que les politiques actuels ne veulent pas être contrôlés. Ils veulent une forme d'indépendance. Imaginons un peu, il y a un communicateur de la majorité qui passe, du pouvoir, qui passe dans la télé, qui dit que non, nous ne sommes pas prêts pour la démocratie. Après les élections, il faudrait que le chef de l'État revoie la démocratie, instaure une forme je ne sais pas s'il appelle ça une aristocratie ou une forme de dictature. Mais j'étais étonné, j'étais choqué. Je me suis dit, mais lui, il a pensé que c'est le chef de l'État actuel qui nous a ramené la démocratie. Non, mais la Constitution, ce n'est pas le chef d'État qui nous a ramené. Des morts qu'il y a eu, ce n'est pas simplement des morts de Dieu, parce qu'ils sont morts pour que ce pays devienne ce qu'il est. C'est un combat qui a commencé des décennies et c'est lui qui jouera l'erreur de croire qu'il peut ramener la population congolaise actuelle à une forme de dictature ancienne. Parce que la dictature de Mzee, c'est une dictature voulue par la population. On lui a donné mandat, on lui a donné conscience pour qu'il régente. Mais vous ne pouvez pas dire à la population que vous êtes en train de vous enrichir, d'acheter des carrés mini, d'avoir des enfants qui étudient partout dans le monde. Vous voyagez partout dans le monde où vous voulez. Vous êtes dans des voitures climatisées en permanence. Vous ne connaissez pas des embouteillages. Vous ne connaissez pas les prix des factures et des courants. Vous ne payez pas, vous payez vos factures de l'école, des loyers en dollars. Vous élevez des immeubles partout. Ce peuple-là qui est en train de croupir dans la misère, qui est en train de souffrir, qui est en train de mettre les enfants au monde sans avoir de pain à leur donner, de l'air à leur donner, la sécurité à leur donner, vous leur dites que non, je veux en plus instaurer la dictature. Vous vous trompez. C'est ça la réalité. Il faudra enlever à la tête de ceux qui sont au pouvoir actuellement ces jeunes qui arrivent, qui sont plutôt des fanatiques, ces idées tout à fait pernicieuses qui pourraient les amener à leur propre perte. En 1 minute, ce peuple congolais qui vous suit en ce moment, vous leur dites quoi? Nul n'a le droit d'être heureux seul sur la terre. Donc, il faut avoir de l'espoir. Et l'espoir, on a un devoir, nous, politiciens nouveaux, de donner, de transmettre ce pouvoir. Il nous appartient de faire en sorte que tous les Congolais soient heureux en République démocratique du Congo. Sois heureux. Il ne s'agit pas de dire je suis Congolais, je suis heureux, malgré que tu auras raté Coupe du Monde, malgré, de dire que je suis Congolais, je vis dignement, je vis chez moi, je peux espérer me projeter, voyager dans le monde sans avoir envie ni le devoir de rester dans d'autres pays pour trouver la paix, la sécurité et la démocratie. Voilà, merci beaucoup. C'est par ce mot de maître Eric Bisselo que nous mettons un point final à cette émission, mais je ne veux pas terminer cette émission sans souhaiter un heureux anniversaire à une consoeur de Congo-Baise, Naomi Mpila, qui fête son anniversaire aujourd'hui. Sois heureuse, ma consoeur. Et à maître Eli Beni Kamalenga, qui fête aussi son anniversaire aujourd'hui. Joyeux anniversaire, maître Ato Kiminga. Et ça est le côté Naaka Lekinao. Et pour boucler, je m'en vais dire merci à une dame. On l'appelle affectueusement BMC, Bazukula Miankodi la Claudia. Merci pour tout et merci à toute l'équipe technique qui nous a tenu compagnie en ce jour. Et on prend rendez-vous pour un prochain numéro, mais je pense que c'est déjà pour demain à la même heure. Bye bye.